Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Julien Drey, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors la question de l'interdiction de l'abaya est donc devenue le débat central de cette rentrée 2023. À Emmanuel Macron et Gabriel Attal qui ont ainsi décidé de mettre le cap sur la laïcité, la France insoumise dénonce une police du vêtement et une islamophobie décomplexée après avoir fait du rappeur Medine son nouveau héros. Alors qu'est-ce que cela dit de l'état de la gauche? Le message de cette gauche Medine Abaya est-il celui d'une gauche républicaine et laïque? Et justement, Julien Drey, pour commencer, on vous a pas entendu parler de cette interdiction de l'abaya. Est-ce que vous êtes favorable à cette décision du président et du gouvernement et vous en pensez quoi? Écoutez, je ne me suis pas jeté et précipité dans ce que je pensais être un débat sans grand intérêt, pour être honnête. Pourquoi? Pour une raison simple, j'ai voté la loi de 2004. Je m'en mettais un de ceux qui l'ont voté à gauche, alors qu'une partie des socialistes à l'époque était très réticents. On votait cette loi, nous l'avions demandé, et nous l'avions demandé comme étant le bilan de ce que nous avions appris au travers notamment de ce qui s'était passé en 89-90. Ce que rappelait Lionel Jospin. Ce que rappelait utilement Lionel Jospin, c'est-à-dire que au début il y avait un peu de flottement parce que on était pris un peu par surprise et puis qu'on voulait être tolérant, en disant bon finalement peut-être c'est un phénomène marginal. Nous avions compris que c'était pas du tout un phénomène marginal, que c'était une volonté politique, et que cette volonté politique, c'était évidemment de mettre à mal le modèle laïque français. Voilà. Donc, à l'époque, ça concernait pas l'abaya, ça concernait... Non, ça concernait le foulard islamique. Mais l'abaya, c'est la même chose. Ouais. Vous avez remarqué, comme moi, que les arguments qui sont employés pour justifier le port de l'abaya sont identiques quasiment du mot à mot aux arguments qui étaient utilisés pour justifier le port du foulard islamique. Donc il y a une loi, elle doit être appliquée, elle doit être renforcée par une circulaire ministérielle qui doit bien préciser les choses parce que il ne faut pas laisser, c'était ça qui était désagréable dans ce qui s'est passé ces derniers mois, les chefs d'établissement ou la communauté scolaire toute seule a fait avec le fait que chacun s'adapte en fonction de la situation et des rapports de force. C'est pour éviter justement ces rapports de force qu'il faut un cadre national. Donc il faut être clair. Et ceux qui s'égarent, pour une part, par générosité, je dirais, en disant... Par générosité ou par calcul politique? J'allais dire, j'ai dit ceux, j'ai pas dit... voilà, il y a ceux qui s'égarent par générosité, que je connais, qui disent, mais laissez... Notamment dans la jeunesse, parce que la jeunesse, spontanément, elle est plutôt tolérante, elle a pas forcément intégré tous les combats que j'ai évoqués, et donc elles disent, mais non, mais laissez faire, vous allez voir, c'est la différence, etc. Non. Le modèle laïque, c'est pas le droit à la différence, c'est le droit à la ressemblance. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas y avoir de signes religieux à l'école, parce que tous les enfants doivent être traités de la même manière et jugés en fonction de ce qu'ils sont et pas en fonction de leur appartenance communautaire. Voilà. Et donc, il faut être très, très clair, mais ce qui est désolant, après, c'est l'instrumentalisation politique qui est faite. Et vous savez, j'ai longtemps été réticent, au terme d'islamo-gauchisme. Parce que, peut-être par souvenir de mes années de jeunesse, par souvenir des combats passés, je trouvais incompatible d'associer ces deux termes. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement un dérapage et quelque chose qui n'est plus simplement de la générosité, mais qui est un choix politique. Donc là, vous pensez à LFI, à Mélenchon ? Je pense notamment que Jean-Luc Mélenchon a changé sur ses positions que j'ai connues, que j'ai approuvées à l'époque, ensemble. D'ailleurs, nous avions mené ensemble le combat. Au départ, on avait hésité ensemble sur la question du foulard, et puis nous avions milité pour la loi, et qu'il avait d'ailleurs voté, ou en tous les cas soutenu, parce que je crois qu'il n'était pas encore sénateur à l'époque, parce qu'il y avait une phase intermittente. Il a changé sur ses positions. Alors Mélenchon, justement. Et la reprise à son compte de tout le vocabulaire, de tous les concepts développés par les ayatollahs, notamment le terme d'islamophobie, qui a été inventé par les ayatollahs iraniens. D'islamophobie et aujourd'hui police du vêtement. Voilà. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est pas un hasard, que l'agence de presse iranienne a repris mot à mot tous les arguments avancés par les représentants de LFI. Voilà. Alors, ça veut dire que le LFI est le parti de l'étranger, le parti des mollahs, parti des mollahs ? Non. Ne tombons pas non plus dans l'excès. C'est une question, je vous relance. C'est une question, et je vous réponds. Ne tombons pas non plus dans ce qu'adore d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire être seul contre tous et donner le sentiment qu'il y a une croisade contre lui. Il n'y a pas de croisade, il y a un combat politique. Mélenchon. Le combat politique contre une dérive d'une certaine extrême gauche. Et je vais même vous dire une chose, je suis contre la blairisation de la gauche française. C'est-à-dire ? La blairisation, c'est que dans les années 90, la gauche britannique a été dominée par Tony Blair, qui était le patron du Parti travailliste et qui a... Social-démocrate anglais, qui a fait évoluer le Parti travailliste sur des positions qui étaient des positions qui reprenaient à son compte cette coupure
ce sentiment pro-islamiste au sens où l'islam s'affrontant au grand méchant Satan américain, eh bien, il fallait, d'un certain point de vue, faire un bout de chemin ensemble. Avec deux modèles différents, le modèle britannique, le modèle anglo-saxon et le modèle français. Oui, le modèle anglo-saxon est certes communautaire, et on voit bien même les excès, les dérives. Vous avez qu'à aller à Londres, vous allez voir ce que c'est. Il n'y a pas un Londres maintenant, il y a des Londres, parce que c'est des quartiers totalement différents, d'ailleurs, qui ne se mélangent plus du tout. Alors, vous parlez de Mélenchon, 24 avril 2011, sur le plateau de Laurent Ruquier. Il dit quoi à ce moment-là ? Le débat, c'était la burqa. Donc, il comprenait la position du gouvernement d'alors qui voulait interdire la burqa. Il disait, la question qui est posée est la suivante, est-ce que c'est un traitement dégradant ou pas ? Si c'est un traitement dégradant, si c'est un traitement, alors c'est interdit. Ce qui compte, c'est comment on se positionne par rapport à un traitement dégradant. Et il disait non, ce n'est pas un traitement dégradant, c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Il n'y a rien à rajouter. On y revient aujourd'hui. Il n'y a rien à rajouter, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il a changé d'avis. Et il dit aussi, on donnera, en interdisant, on donnera un signal aux hommes, on donnera un signal aux hommes du monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira, c'était la burqa, et Pemechaud qui propose de l'interdire. Mais Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il a changé. Ouais. Alors, on a le droit de changer, je veux dire, il y a comme dit la formule, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Mais dans ces cas-là, il faut le dire. J'ai changé d'avis. Voilà. Et il faut nous expliquer pourquoi il a changé d'avis. Et il sera bien en mal de nous expliquer pourquoi il a changé d'avis, si ce n'est que d'expliquer que désormais, lui aussi, rejoint cette vision de ce découpage du monde en disant il y a un grand Satan et tous les autres sont, à partir du moment où sont des opprimés, des oppressés, ils ont le droit à notre soutien, peu importe derrière qui ils se sont rangés. Parce que c'est ça le problème qui est posé. Peu importe derrière qui ils se sont rangés. Donc vous parlez des mollahs, par exemple ? Je pense des mollahs et des ayatollahs qui essayent d'enrôler, je dirais, tous les musulmans derrière le combat des frères musulmans religieux, en France, et Tariq Ramadan et autres. Voilà. Et Manuel Bompard, donc le patron du parti, annoncer une saisine du Conseil d'État. Vous en entendez quoi de cette saisine et comment vous expliquez cette décision de... Non, mais je veux dire, il y a deux choses. Bon, il a le droit de saisir le Conseil d'État, c'est son rôle. On va voir ce que va dire le Conseil d'État. Et puis, si le Conseil d'État dit des choses qui ne sont pas satisfaisantes pour nous, eh bien, on refera la loi. Il faudra la remodifier. Le législateur est là pour cela, dans ces cas-là. Il est là pour, quand le Conseil d'État rappelle que la loi n'est pas assez précise, il faudra la préciser. À ce stade, je pense que la loi de 2004, adossée à une circulaire clarifiant les choses, est suffisante. Mais on verra. Donc justement, l'appel au Conseil d'État va permettre de clarifier les choses. Donc c'est une position courageuse d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Oui, alors après c'est autre chose. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège, et c'est en ce sens-là qu'une partie de la gauche aussi est tombée dans le piège. Il y a une rentrée difficile dans l'éducation nationale, parce que le bilan n'est pas bon. Voilà, alors on a changé de ministre, mais on voit bien qu'il y a un gouvernement qui, sur les questions éducatives, a tâtonné, et pas tâtonné depuis 1 an, tâtonné depuis 6 ans. Voilà, puisqu'on avait le discours... Question éducative, programme, salaire des professeurs et des enseignants. Moi, je parle d'une révolution dans l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause les rythmes scolaires, parce qu'on ne pourra pas continuer avec des rythmes scolaires qui sont méprisants pour les enfants des classes populaires. Bon, je veux dire, on ne fait pas des maths et de la physique à 4 heures d'après-midi. Voilà, premièrement. Il faudra faire une révolution scolaire sur les programmes, remettre de l'ordre dans les programmes, parce que c'est très confus. Instruction civique, comme l'annonce le président de la République. L'instruction civique et morale, à l'époque, c'était, il faudra remettre certainement, il faut remettre de l'ordre dans l'enseignement, dans le contenu de l'enseignement, dans ses rythmes, je vous l'ai dit, et aussi dans le soutien qu'il faut apporter à la communauté scolaire. Mais j'insiste sur une question des rythmes, parce que... Et on reparlera J'insiste sur une question des rythmes, c'est une question fondamentale. Voilà. Nous sommes un pays qui est le seul pays qui n'a pas encore fait les rythmes scolaires, c'est-à-dire on travaille le matin, et l'après-midi, on fait du sport, des arts, du cinéma, du théâtre, etc. Ces matières-là, elles sont très importantes pour l'éveil des enfants, et notamment dans les quartiers dits en difficulté, dans les quartiers populaires, il y a énormément de talents qui n'arrivent pas à s'épanouir dans l'institution scolaire aujourd'hui, parce que tout cela n'est pas reconnu comme il le faut. Alors, je reviens au sujet qu'on abordait au début de cette émission. Donc, vous avez expliqué la stratégie de LFI par une question d'électoralisme, quelque part, qui diverge en la matière du Parti socialiste, de celle du Parti socialiste. Je suppose que vous en êtes fier de la position du PS. Oui, je pense que le Parti socialiste retrouve ses bases. Je ne sais pas si vous êtes toujours au PS. Je suis dans la famille socialiste. Moi, je suis plus un membre actif comme je l'ai été, ou un dirigeant, etc. Je suis dans la pensée socialiste. Mais là, Olivier Faure a tout juste.
Non, mais je suis pas. C'est le patron du Parti socialiste, c'est les militants qui ont décidé. Moi, je n'ai pas participé à ce congrès-là parce que non, mais on parle de la Baïa et on parle de non, mais je aussi pense après. que le Parti socialiste doit définir sa ligne politique indépendamment des autres et en fonction de ce qui sont ses convictions. La question laïque, elle est au cœur de la pensée socialiste. Et républicaine. Et donc républicaine. C'est même, je dirais, consubstantiel à notre identité, puisque c'est nous qui avons porté, nous les socialistes en France, qui avons d'abord porté le combat laïque. Après, il s'est étendu à tous les républicains, comme vous l'avons dit. Donc, il faut être très clair là-dessus. Voilà, on peut avoir hésité parfois, je le rappelais, entre 89 et 90, mais là-dessus, il faut être très clair. Voilà, nous sommes contre la société communautarisée à l'anglo-saxonne. Voilà, c'est un choix de société que la France a fait, auquel nous avons participé, et nous devons défendre ce choix de société. Qu'est-ce que les invitations de LFI et de ELV, donc la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts à Médine, dans le cadre de leur journée d'été, puis cette dénonciation par LFI de l'interdiction de la Baïa, disent de l'état de la gauche? Ils disent qu'il y a une partie de la gauche qui est aujourd'hui effectivement en train de se blairiser, voilà, et qui. Mais nos auditeurs, il faut leur repréciser. Je leur redis que blairiser, ça veut dire la référence à Tony Blair, qui a été le dirigeant travailliste anglais, qui a le plus, je dirais, fait dans le sens du communautarisme et de la défense. Parce que ça échappe sans doute aux Français. Hein. Alors je le rappelle. Et donc on va faire œuvre de pédagogie grâce à vous et on va affiner ce concept. Donc voilà, il y a une dérive. Voilà, pour moi c'est une dérive, une dérive par rapport à notre colonne vertébrale. Mais c'est aussi un débat politique qu'il faut mener de manière intransigeante. Je pense que on peut dire mais Médine a été victime du racisme. Pour l'instant j'ai pas vu où il a été victime du racisme. J'ai vu les victimes de Médine. On précise les choses. Médine, rappeur au lourd pédigré, antisémite, homophobe, communautariste tendance frère musulman, anti-républicain. Il avait sa place aux journées d'été de Non, je pense qu'il avait... Bon, après, il avait sa place pour peut-être défendre ses positions, mais en tous les cas... Sans débat. Je vais revenir là-dessus. Ouais. En tous les cas, pas de manière chouchoutée comme il l'a été, et accueilli comme il l'a été. Et acclamé. Et acclamé, et tout ce que vous voulez. Mais vous savez, il y a un parallèle entre Médine et Dieudonné. Ouais. Voilà. Parce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit de Dieudonné à l'époque? Je me souviens, mais je vais préciser des choses. Dieudonné a fait un pas il y a quelques mois, disant mais non, mais je me suis trompé, je voulais pas vexer, etc. et tout. Il s'est excusé. Bon. On pouvait d'ailleurs lui tendre la main en lui disant bon bah écoute, si tu reconnais tes erreurs et que tu t'amendes par rapport à tes erreurs, pourquoi pas? Et il a dérapé de nouveau. Et ça n'a pas duré. Quelques mois après, il a récidivé, on va dire. Voilà, si vous me laissez pas finir. Allez-y. Voilà, il a à nouveau reprofessé des injures, des insultes, et donc il est revenu à ce qu'il était. Voilà. Donc moi, les autocritiques a posteriori pour essayer de dire mais vous m'avez pas compris. Ici, on a tout le monde. Là, vous parlez de Médine. Voilà, on a très très bien compris de quoi il s'agit. Il s'agit effectivement d'une offensive politique qui est menée par tous qui sont les courants intégristes qui prennent toutes les formes possibles. Il y a ceux qui sont tombés dans le piège avec à un moment donné Dieudonné en disant mais la quenelle c'est pas importante et qui se sont rendus compte après de cela. Il y a ceux qui se sont rendus compte qu'il y avait des mouvements d'opinion alors qu'ils sont revenus en arrière. Non mais finalement moi j'ai fait ça mais c'était pas ce que je voulais dire, etc. Et puis à partir de là ça prend des nouvelles phases. Mais vous avez vécu ça la même chose avec Tariq Ramadan. Voilà. Et d'autres qui était un personnage pendant tout un temps très fréquentable et qu'on nous présentait comme étant l'alpha et l'oméga de la pensée et tout un tas d'experts qui sont présents sur les plateaux télé. Comment l'antisémitisme, qui était une caractéristique quelque part de l'extrême droite, a-t-il pu ainsi contaminer la gauche? Alors, vous savez, faut pas oublier une chose, c'est que le combat contre l'antisémitisme, il fait partie effectivement du combat de la gauche. Mais il n'a pas, il faut être honnête. J'ai dit quelque part. Laissez-moi finir. Ouais. Mais il n'a pas toujours été le combat de la gauche. Il faut être honnête. Il y a, rappelons-nous qu'au moment du début de l'affaire Dreyfus, une partie de la gauche, parce que c'est un capitaine de l'armée cassant qui, d'un certain point de vue, représente entre guillemets le capital juif, etc., les banques, les Allemands des affaires, voilà, ne prend pas en considération l'innocence du capitaine de Dreyfus. Il a fallu quelques mois pour que la gauche se rende compte de l'erreur qu'elle avait commise et qu'elle s'engage à ce moment-là, de manière intransigeante, notamment avec le J'accuse de Zola, aux côtés du capitaine Dreyfus. Donc c'est aussi un combat dans la gauche, en permanence, de rappeler que son devoir, c'est d'être en première ligne dans la lutte contre l'antisémitisme. Mais est-ce que une partie de la gauche n'est pas en train de légitimer l'antisémitisme des islamistes sous prétexte d'islamophobie? Voilà, non, une partie de la gauche, la vraie racine, elle n'est pas là. Ouais.
La vraie racine, elle est dans les événements au Proche-Orient. Une partie de la gauche considère désormais que l'État d'Israël n'a plus sa légitimité comme il l'avait lors de sa fondation. On va même jusqu'à dire que c'est un État d'apartheid. Bon, je pense que l'Afrique du Sud et ceux qui ont subi l'apartheid en Afrique du Sud pourraient venir témoigner de ce que c'est qu'un État d'apartheid. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit au sein de la société israélienne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un droit pour les populations palestiniennes peut-être à l'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un débat démocratique légitime. Mais il y a aujourd'hui une forme d'antisémitisme qui s'est caché derrière cet antisionisme systématique. Et l'emploi des mots est d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire qu'en permanence, on vous dit, mais moi je ne suis pas antisémite, je suis juste antisioniste. Mais aujourd'hui... C'est ce que disait Dieudonné, Soral et d'autres. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'on nie la réalité de l'État d'Israël. Et vous avez à nouveau d'ailleurs, en Israël, comme dans les discussions politiques, l'existence de l'État d'Israël qui est remise en cause. Pas simplement la question de savoir si le peuple palestinien a des droits et si ces droits doivent être respectés, s'il doit y avoir un État. Maintenant, c'est à nouveau l'existence même de l'État d'Israël. Ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, le terme islamo-gauchisme, ça vous parle? Ça veut dire qu'il y a effectivement une dérive et que dans cette dérive, la coquinage ou la coïncidence, si vous voulez, entre ce que sont les courants islamistes et une partie de l'extrême gauche est aujourd'hui constatée. Une partie de l'extrême gauche, on précise les choses, LFI, NPA et d'autres? Bon, je ne veux pas les désigner à la manière populaire, voilà. Il y a une partie de la gauche qui dérape sur ces questions-là, oui. Et l'islamophobie? Alors qui dérape pas, qui s'est laissé entraîner. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un combat très strict à mener pour montrer en quoi, aujourd'hui, ce n'est pas partie du cœur de la gauche que de reprendre ces thèmes-là. L'islamophobie, est-elle, comme l'affirment les islamistes, le nouvel antisémitisme? Mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais je vous pose la question. Excusez-moi, mais on va prendre un pays comme la France. Ouais. Est-ce que vous croyez que l'islam est persécuté? Je vous pose la question. Non, mais moi, je vous réponds. Est-ce que l'islam est persécuté en France? Vous répondez est-ce quoi? Que vous connaissez qui avez fondé les racistes. Est-ce que vous connaissez un pays en Europe qui a construit autant de mosquées de manière publique, qui cherche justement à ce qu'existe un clergé séculier avec lequel on puisse discuter? Voilà. Est-ce que vous connaissez un pays qui a été autant tolérant par rapport à une religion? Parlez-en aux juifs et aux catholiques. Ou aux protestants, plus exactement. Vous allez voir, ils vont vous raconter les persécutions qu'ils ont subies. Il n'y a pas ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de racisme anti-musulman? Oui, il y a du racisme anti-musulman, qui ont du racisme contre les Noirs, comme il y a de l'antisémitisme dans la société française. Mais la société française, elle n'est pas systémique anti-musulman. C'est pas vrai, c'est faux. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui une intégration, une insertion qui est très importante de la communauté musulmane, dans la société française, qui est irriguée. Vous avez jamais eu autant de mariages mixtes. C'est le pays où il y a le plus de mariages mixtes. C'est le pays qui est le plus tolérant à cet égard. Et la police, elle est systématiquement raciste, anti-musulmane? C'est paradoxal parce que la police est un des corps de la société où le mélange, le melting pot comme on dit, est le plus important. Voilà. Donc elle est pas. Alors après qu'il y ait des dérapages, après qu'il y ait des comportements qui doivent être condamnés, après qu'il faille combattre cela comme le font les associations à travers les testings montrant les discriminations et menant la bataille intraitable contre les discriminations, c'est sûr. Mais ça ne fait pas de ces sociétés-là des sociétés qui se sont construites sur cette base-là. La société française ne s'est pas construite dans le rejet de l'islam. Est-ce que vous dites comme votre ami, votre ex-ami Jean-Luc Mélenchon et ses amis ses camarades de LFI, la police tue? Non, je ne dis pas ça parce que c'est pas vrai. Ouais. Voilà. Et que là aussi, c'est une grave erreur. C'est aussi un tournant. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours dit ça. Je vous invite à retrouver les traces de ses campagnes électorales dans la fin des années 90. Vous verrez ce qu'il disait sur les dealers, sur les voyous dans les cités, sur la nécessité d'une police républicaine qui fasse son travail. La police ne tue pas, ce n'est pas dans son comportement, elle n'a pas vocation à tuer. Voilà, loin de là. Qu'il y ait après ce qu'on appelle des violences policières. Alors, le terme se discute. Vous reprenez à votre compte le terme de violence policière? Oui, je pense qu'il peut y avoir des violences policières. Ça stigmatise pas. Systémique ou pas? Non, pas systémique, évidemment. Évidemment. Donc, c'est pour ça que on peut discuter sur le thème. Il y a des dérapages. Voilà. Il y a l'IGPN le prouve régulièrement. Mais ça ne fait pas de la police un corps qui est un système constitué qui vise à matraquer, opprimer, réprimer une partie de la population de manière systématique. On rappelle que vous avez milité au Parti Socialiste avec Jean-Luc Mélenchon, aussi Marie-Noëlle Lienemann, dans les années 90. Sa stratégie de Mélenchon autour des slogans notamment résistance, dégager, le fait qu'il avait prévenu il y a 2 ans déjà qu'il allait mener la contestation aussi bien à l'intérieur de l'Assemblée nationale que dans la rue. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon est revenu à son enfance, à son adolescence. C'est-à-dire qu'il est revenu la mauvaise version du trotskisme. Voilà.
Parce que je pense qu'il y en a Parce une que bonne. vous aussi, vous étiez... Non, mais j'étais pas dans la même tendance. Un peu dans le même voilà. tendance. Et il est venu dans cette tendance qu'on connaissait bien à l'époque, qu'on appelait le catastrophisme lambertiste, voilà. C'est-à-dire l'imminence de la révolution, la nécessité de dénoncer les directions, de les mettre au pied du mur pour pouvoir faire la démonstration qu'elles trahissent, c'est ce qu'il fait en permanence, et la pureté de l'autre côté, qui consistait à convoquer les masses 24 heures sur 24 devant l'Assemblée nationale pour faire le grand soulèvement qui était annoncé. Voilà, il est revenu à ça. Et c'est dangereux, c'est grave ? Non, c'est inutile. Mais est-ce que c'est dangereux C'est une impasse pour le pays ? Ça peut donner lieu à des tensions inutiles dans le pays, dans un pays qui, aujourd'hui, a besoin qu'on s'attaque à ses vrais problèmes et qu'on y apporte des solutions. Parce qu'à force de ne pas apporter des solutions, à force de laisser, de n'être que dans la tension extrême, en promettant des lendemains qui n'arrivent jamais, eh bien, on résout pas les problèmes. Et quand on résout pas les problèmes, il y en a d'autres qui vont s'y employer à le faire. Justement, qui craignez-vous le plus aujourd'hui ? C'est Mélenchon ou Le Pen ? Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ? Non, je pense qu'aujourd'hui, la menace pour la société française, c'est la montée de l'extrémisme de droite. Ouais. Et la diffusion de cette pensée. Je veux dire, on voit bien. Mais est-ce que la stratégie de LFI de Mélenchon favorise la montée d'une certaine manière, de cet extrémisme de droite ? Mais comme dans les années 30, l'ultimatisme gauchiste du Parti communiste allemand a favorisé la montée du nazisme. Ah oui. En refusant. C'est grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave, c'est l'histoire. Ouais. Non, mais le parallèle que vous faites. Oui, mais c'est l'histoire. L'histoire nous a appris ça. Mm. C'est-à-dire quand on est dans l'ultimatisme, la sommation, et quand on n'est pas dans la logique de rassemblement sur des bases qui ont vocation à donner une place à chacun et à respecter les principes, eh ben, effectivement, on divise. Et quand on divise ou on minorise plus exactement, parce que là, il s'agit pas de diviser, il s'agit de minoriser. Voilà. Donc on a une minorité qui est très agitée, qui est très extrême, qui s'enferme d'ailleurs dans sa radicalité, puisque comme elle n'avance pas, elle est d'autant plus radicale. Parce qu'elle a l'impression que plus elle va être radicale, plus elle va entraîner. C'est l'inverse qui se passe. Plus elle est radicale, moins elle entraîne. Et alors, cette double polémique dont on parlait au début de cette émission, Abaya, Médine, est-ce qu'elle est de bon augure pour l'avenir de la NUPES ? Et de la gauche plus généralement ? Non, alors il y a deux choses. Il y a la NUPES et le Rassemblement de la gauche. C'est deux choses différentes. Ouais. Voilà. Il y a eu à un moment donné, il y a eu le Parti socialiste, d'après moi, la famille socialiste, depuis 2012, a commis des erreurs. Et ces erreurs ont créé un discrédit, pour une part, un doute, d'abord sur la volonté véritable de transformer la société, de combattre les inégalités sociales. C'est les erreurs de François Hollande ? C'est entre autres les erreurs de ce quinquennat. Et par la suite, je dirais que on n'a pas fait ce qu'on avait fait dans les années 90. C'est-à-dire, quand on a commis des erreurs, on en a commis en 90. Moi, j'ai subi la défaite de 93, qui a été une défaite terrible. On avait fait ce qu'on appelait des assises, on avait fait le bilan de tout ça. On l'a pas fait pour ne pas froisser les uns et les autres. Voilà, pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres. Et donc, comme on ne l'a pas fait, on n'a pas été en capacité de dire au pays, voilà, nous avons tiré les leçons de ces erreurs et de ces errements, parce qu'il y a eu des errements, je pense notamment dans la loi travail, où malgré tout ce que dira François Hollande, donc, la loi travail de François Hollande, voilà, je pense qu'il y avait là-dessus des choses largement discutables. C'est pas la question de la négociation, parce que lui il va dire, mais je mettais au cœur la négociation sociale. C'est le fait d'abandonner les contrats de branche et donc d'avoir ce cadre qui laissait les travailleurs face à face avec leur employeur dans les entreprises. Bon, mais je passe là-dessus. Donc on n'a pas fait assez ce bilan de manière claire et nette, donc il y a une suspicion qui s'est installée. Et cette suspicion, on la voit bien, oui, mais je la constate au quotidien. Quand on discute avec un certain nombre de gens de gauche, des électeurs de gauche, des électrices de gauche, ils me disent, oui, mais vous nous avez déçus. Voilà. Sans d'ailleurs que ce soit très clair sur la déception, mais il y a une forme d'élan qui n'a pas trouvé son débouché, comme ça avait trouvé dans le cas en 81, en 88 ou en 97. Ces polémiques de la rentrée, Médine, Abaya notamment, est-ce que c'est de bon augure pour l'avenir de la NUPES ou est-ce que c'est en train de tuer la NUPES ? Non, ça fragilise la NUPES parce qu'on voit bien qu'elle est enfermée dans des polémiques qui n'en finissent plus. Et donc les gens ont l'impression que ce mouvement-là, il est totalement auto-centré. C'est-à-dire qu'il ne leur parle pas, il se parle. Et comme il ne leur parle pas, il ne répond pas aux questions qui sont posées. Ou alors, ils vont vous dire, mais si, on a fait des propositions. Mais leurs propositions qui existent, qui sont d'ailleurs pour une part réelles, substantielles, elles ne sont pas entendues parce qu'elles sont polluées par ces polémiques. Est-ce que vous comprenez l'entêtement de Jean-Luc Mélenchon, encore lui, à réclamer une liste unique de la NUPES aux élections européennes ? Non. Pour une bonne et simple raison, c'est que on n'est pas dans une élection où la question qui est posée, c'est celle du pouvoir. Et donc, voilà, on est dans l'élection d'un Parlement européen. Donc, c'est une élection qui concerne... proportionnelle. Voilà, à la proportionnelle. Donc, c'est la question qui se pose, c'est le nombre de députés qu'il y aura au total de gauche
ou de gauche et des écologistes pour créer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et c'est pas vrai que la liste unique permet d'avoir plus de députés. Au contraire d'ailleurs, tous les sondages le montrent. Voilà. Et puis deuxièmement, ce nivellement idéologique qu'on nous demande, et on nous le demande là, avec le fait que sur des questions importantes, il y a des divergences et qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Alors je comprends bien. Des divergences au niveau international, au niveau européen, même au niveau national. On l'a vu sur le rapport à l'islam notamment et à ces questions communautaires. Donc moi, je comprends pas cette bataille, qui d'ailleurs est un jeu politique. La vérité, c'est un jeu unitaire en disant il faut qu'on soit les premiers devant Macron. Mais non, c'est pas Macron qui est en cause dans cette affaire-là. C'est le Parlement européen. Alors que les macronistes fassent un mauvais score, oui, ça prouvera qu'ils sont pas très influents dans la société. Mais c'est le Parlement européen, c'est la majorité dans le Parlement européen. Et dans ce cadre-là, il faut que les nuances qui sont présentes à l'intérieur de toute la gauche européenne puissent s'exprimer. Ça vous dirait d'ailleurs vous d'être candidat aux européennes? Non, j'ai plus l'âge d'être candidat. Il y a un moment donné où il faut tourner, mais j'apporterai ma contribution. Mais je suis pour une liste qui représente la grande famille socialiste et républicaine, comme il y aura une liste écologiste peut-être et une liste, mais il n'y a pas besoin de faire de ne parler que de ça d'ailleurs. Vous avez vu que dans cette rentrée, on ne parle que de Médine et que des questions de cuisine. Et que des questions de cuisine. On ne parle pas de ce qui est la question essentielle. On ne parle pas de ce qui est les questions essentielles, le pouvoir d'achat, la lutte contre la vie chère, voilà. Et aussi de la question qui est quand même très importante, de la guerre qui est aux portes de l'Europe et de la place que l'Europe doit prendre aujourd'hui. Justement, on va parler de tous ces sujets. Il nous reste une quinzaine de minutes. Ségolène Royal, l'hypothèse Ségolène Royal, tête de liste d'une liste d'union LFI-PS ou LFI autonome. Elle ne semble pas prendre dans l'opinion, à croire le sondage IFOP ce dimanche dans JDD. Ça vous étonne ou pas? Non, mais parce que ça m'étonne, parce que vous savez, les sondages, il suffit de formuler les questions pour que vous ayez la réponse que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse? L'électorat de gauche, et c'est à juste titre, il est unitaire. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans l'unité, il ne peut pas y avoir de victoire. Bon, donc quand la question de la victoire, c'est-à-dire la question du pouvoir, la question de l'exercice du pouvoir est posée, oui, il faut ce rassemblement et cette unité. D'ailleurs, en essayant de faire cette unité soit le plus claire possible. L'hypothèse royale, c'était ça. Alors, l'hypothèse royale, j'y reviens si vous ne me laissez pas finir. L'hypothèse royale, elle est simple. Soit Ségolène Royal est candidate à être une tête de liste de la famille socialiste. Au sens large du terme. Soit elle est candidate elle désire être candidate d'autre chose. Mais elle peut pas simplement relayer le discours de Jean-Luc Mélenchon qui dit unité, unité. On sait pourquoi Jean-Luc Mélenchon dit unité, unité. Pour une simple raison, c'est qu'il ne veut pas pouvoir avoir la matérialisation des rapports de force au sein de la gauche. Il veut il a peur d'avoir un mauvais score pour les fils. Entre autres, il veut surtout perpétuer le rapport de force qu'il a établi, il faut être honnête. À la présidentielle, en considérant que désormais, ce rapport de force, il est éternel. Non, il n'est pas éternel. Alors, vous parliez de ça, en cette rentrée 2023, c'est le pouvoir d'achat qui reste l'enjeu politique prioritaire pour les Français sur fond de risque d'inflation qui persiste. Comment faut-il répondre aux attentes des Français? Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé jeudi que les prix de 5000 références de magasins n'augmenteraient pas ou baisseraient, que les négociations entre industriels et supermarchés pour 2024, qui débutent normalement en fin d'année, allaient être anticipées. Est-ce que tout ça, ça va dans le bon sens? Tout ça, ça participe d'une velléité, pas d'une volonté. Une velléité. Velléité de quoi? La velléité de dire, vous voyez, on fait quelque chose. On fait des efforts. Voilà, on essaye de faire quelque chose. Mais le bon exemple, il existe en Europe. C'est quoi? C'est l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bloqué les prix. Elle a pris le panier de la ménagère et elle a bloqué un certain nombre de prix. Donc elle a dit à la grande distribution et aux gros trusts alimentaires, voilà, vos marges de profit ne pourront pas dépasser cela et ces prix seront bloqués. Et ça va pas tuer l'industrie alimentaire. Quand 5000 références n'augmentent pas, c'est un peu le blocage des prix. Attendez, on va voir. Pour l'instant, on n'y est pas. Quand vous allez dans les supermarchés, il y a personne qui peut vous dire quels sont les prix parce que c'est à la tête du client, quasiment. Les prix sont étiquetés quand même. Oui, d'accord, mais vous voyez bien, vous savez comme moi, les on prix, voit que ça augmente. 30 secondes, vous avez vu comme moi que les prix ont augmenté, quoi. Je veux dire, de manière démesurée. Même tous les organismes qui sont chargés de contrôler ça le disent. Voilà. Donc, alors, l'inflation est très forte en France, elle est beaucoup moins forte en Espagne. À cause de cela, à cause du blocage des prix. Et puis aussi, la deuxième mesure, c'est qu'on est sorti de la directive européenne sur les tarifs de l'électricité et du gaz, et on a bloqué ces tarifs-là. Alors, nous ne voulons pas sortir de cette directive. Résultat, nous avons ce yo-yo que représentent les tarifs du gaz, de l'électricité et même de l'essence. Et vous avez vu comme moi les super profits qui sont faits. Vous avez constaté les chiffres qui ont été donnés récemment que jamais la France est le pays où c'est la plus forte rémunération des actionnaires s'est passée ces 6 derniers mois. Alors
Pardon ? Il faut faire quoi ? Il faut bloquer les prix. Non, mais sur l'essence. Pareil ? Oui, il faut abandonner... Parce que je crois que c'est LFI qui demande une ristourne de 15 centimes par litre d'essence. Oui, ils n'ont pas forcément tort que sur tout. Je vous ai dit, il y a des propositions qui sont sérieuses, on ne les entend pas parce qu'elles sont pas... 5 milliards par an. Voilà. Oui, enfin, ça coûte 5 milliards par an, mais je vais vous dire, c'est pas vrai, parce que ça veut dire qu'il y aura plus de consommation, donc on va rentrer... D'accord. Bon, voilà. Autre sujet, la conférence sociale annoncée par... Emmanuel Macron, mercredi, lors de sa rencontre avec les dirigeants du parti politique à Saint-Denis. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Et qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, tout le monde s'est enorgueilli de ce qui est devenu la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'est les marathons dans les débats. 13 heures. Alors, comme il jouit pleinement de ce moment où il aime donner le sentiment, qu'il écoute, qu'il discute, qu'il dialogue, et je pense qu'il y prend un certain plaisir. Voilà. Mais soyons sérieux. D'abord, le lieu du débat, c'est pas les conférences dans l'école de la Légion de la Légion d'honneur. Le lieu du débat, c'est dans l'Assemblée nationale. C'est là qu'il devrait y avoir une entente et une écoute. Et j'ai pas eu le sentiment, notamment dans le débat sur les retraites, qu'il y a eu beaucoup d'entente et beaucoup d'écoute. Bon, conférence sociale. Donc, on va voir ce que c'est que cette conférence sociale. Mais vous savez, c'est nouveau Grenelle, quoi. Voilà, c'est grand. Non, le Grenelle, c'est intéressant. Le Grenelle, ça s'est traduit par une augmentation des salaires. Mais c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il faut un nouveau Grenelle ? Alors, oui, il faut une augmentation des salaires. Parce que si vous voulez une grande conférence, peut-être que la grande conférence, ce serait sur la répartition des bénéfices. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de clé de répartition. Et donc, les actionnaires continuent à augmenter. Le cours de la bourse n'a jamais été aussi fort, etc. Les bénéfices des banques n'ont jamais été aussi importants. Alors que vous savez comme moi, les difficultés que chacun d'entre nous a aujourd'hui dans la vie quotidienne. Il faut taxer les grandes entreprises du CAC 40. Il faut taxer les multinationales. Il faut taxer les entreprises du numérique qui se font des profits records. Il faut taxer les multinationales, je dirais notamment dans le pétrole et des choses comme ça. Oui, et c'est pas insultant de dire... C'est pas insultant de dire qu'il faut une autre répartition des richesses dans ce pays et qu'elle ne peut pas être toujours à sens unique. Et donc, il faut une règle. Pour l'instant, il n'y a pas de règle. Et c'est pour ça que là, il peut y avoir une conférence qui dirait, en gros, c'est ce qu'en débat depuis déjà plusieurs années, la fameuse règle des 3 tiers, 1 tiers pour les actionnaires, 1 tiers pour l'investissement, 1 tiers pour les salaires. Et donc, dans quelle mesure cette rencontre entre Emmanuel Macron et les chefs des partis politiques et son annonce de conférence sociale peuvent déminer le climat social ? On va voir. Moi, j'en sais rien. Pour l'instant, la question, c'est pas de dialoguer. La question, c'est sur quoi ça débouche. Voilà. Donc, soit ça débouche sur des propositions concrètes et ça aura été utile, soit sinon, c'était que du Barnum. Du Barnum. Dans le viseur du gouvernement à la veille du débat budgétaire, c'est dans quelques semaines, les dépenses de santé, contrôle accru des arrêts maladie, hausse de la franchise à 1 € sur les médicaments, ou les aides à l'emploi jugées mal ciblées, c'est-à-dire apprentissage, compte personnel de formation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a les aides à l'emploi, il y a la question du système de santé. Mais tout ça fait des taxes en plus. Oui, d'accord. Mais pour l'instant, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est que l'hôpital, il est au bord de l'explosion. Parce que les personnels n'en peuvent plus. D'abord parce qu'on n'arrive même plus à recruter. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez des dizaines de postes dans les hôpitaux qui ne sont pas remplis parce que vous n'avez plus d'infirmières, vous n'avez plus de soignants parce qu'ils sont mal rémunérés. Vous savez à quand ça remonte, ça ? Pardon ? À quand ça remonte ? Les 35 heures de Martine Non, Aubry. c'est pas les 35 heures. C'est parce qu'on n'a pas rémunéré, qu'on a laissé, on a laissé l'hôpital se dégrader parce qu'on a créé ces fameuses agences régionales de santé. C'était une mauvaise idée parce que c'est la technocratie qui a pris en main les choses. Bon, voilà. Donc, il y a la question de la revalorisation du contenu je vais prendre un exemple très simple. Le numerus clausus, on a dit qu'on l'a abandonné. Mais c'est pas vrai, pour l'instant, c'est misérable ce qu'on a fait sur le plan de... Il faut aller au-delà ? Il faut aller bien au-delà si on veut avoir des médecins dans les années à venir. Comme il faut créer des filières qui permettent à un certain nombre il faut compter 10 ans pour je vous donne un exemple. Il faut améliorer les filières qui permettent à un certain nombre d'infirmières, aujourd'hui qualifiées et compétentes, de pouvoir, par une formation adaptée de 2 ans, devenir des médecins. Et devenir notamment des médecins de ville, des infirmières ou des infirmiers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et qui pourrait devenir des médecins de ville et qui pourraient désengorger les urgences. Parce que la désertification médicale, vous voyez bien le résultat, c'est les urgences qui explosent. Parce que dès que vous avez moins moi, j'ai fait un test cet été, il y avait pour avoir des rendez-vous médicaux, il fallait attendre 3-4 mois. En province. En province, oui. En province, même jusqu'à 6 mois pour un médecin spécialiste. Voilà. C'est la différence entre... Paris et la province. Et encore, les grandes villes de province et les petites villes, c'est encore pire. Voilà. Après le pouvoir d'achat, ce sont la sécurité, l'environnement et l'immigration. Après, je voudrais juste dire un mot sur la formation. On a un problème en France, il faut être honnête. Vous avez aujourd'hui des milliers d'offres d'emploi
qui ne sont pas remplies. Vous avez des filières qui sont en tension et où d'ailleurs, paradoxalement, on va être obligé de faire appel à nouveau à la main-d'œuvre immigrée, comme c'est le cas au Danemark et en Italie. Vous avez vu, personne n'a noté ça. Personne n'a noté ça, mais le gouvernement de Mme Meloni, la semaine dernière, a annoncé qu'il allait faire appel à 600 000 travailleurs étrangers parce que le patronat italien dit nous n'avons pas assez de main-d'œuvre. Un bon exemple donc pour la France, on va en parler. Donc non, après, je dis simplement que nous avons un problème, c'est-à-dire nous avons des gens qui sont dans les systèmes d'assistanat et de soutien sociaux aujourd'hui et alors que nous avons des besoins. Donc ça veut dire qu'il faut remettre une adéquation. Donc il y a un problème de formation, il y a un problème de rémunération. Après le pouvoir d'achat, ce sont donc la sécurité, l'environnement et l'immigration qui sont en tête des préoccupations des Français selon un sondage publié cette semaine par BFM. Oui, c'est-à-dire que la question du pouvoir d'achat est la question centrale de cette rentrée. C'est là-dessus qu'on devrait entendre la gauche en permanence. Alors justement, la question, c'est de dire aussi que la gauche se fourvoie en matière de sécurité et d'immigration. Alors en matière de sécurité, je pense qu'il y a une régression d'une partie de la gauche. On avait, je pense, dans les années 2000, compris qu'il n'y avait pas simplement un sentiment d'insécurité, mais qu'il y avait une insécurité réelle. Et qu'il y avait une montée de la violence. Et qu'à ce titre-là... On précise les choses, année 2000, c'est à l'époque où, avec Manuel Valls, vous étiez sur cette thèse-là. Et avec Daniel Vaillant et avec d'autres. À l'époque, ça ne veut pas dire que je remets en cause telle ou telle personnalité, mais la gauche dans son ensemble, en tous les cas, la famille socialiste... Et d'ailleurs, peut-être même Jean-Luc Mélenchon. Exactement. La famille socialiste avait compris qu'il y avait une réelle insécurité, que cette insécurité, cette violence, c'est pas simplement l'insécurité, c'est une violence. Elle touchait d'abord les populations qui n'arrivaient pas à se protéger, et donc il n'y avait pas de ressources. Et que donc il fallait ce qu'on appelait à l'époque une politique de sécurité de proximité qui s'appuie sur deux règles, mieux prévenir et mieux punir. La sanction, parce que c'était ça le problème qui était posé pour une partie de la gauche, la sanction fait partie de la bataille contre la montée de la violence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la gauche, elle doit à nouveau être pour une réforme de la chaîne pénale qui puisse permettre d'apporter des solutions, notamment dans la délinquance des mineurs ou dans l'expulsion d'un certain nombre de délinquants étrangers qui sont en situation irrégulière et qu'on n'arrive pas à expulser. Mais ça passe pas à gauche. Ça passe pas, c'est un tort, parce que en laissant ce terrain-là, en donnant le sentiment que finalement c'est secondaire, que c'est pas important, qu'on a une forme de gêne de dire cela parce que vous comprenez, ça met en cause des populations qui sont en difficulté, etc. Eh bien, on laisse foisonner. Et quand on dit ça, on parle souvent d'islamophobie. Voilà. Eh ben oui, mais d'accord, mais la réalité c'est celle-là. Voilà, quand vous allez dans les tribunaux, vous voyez bien ce qui se passe. Mais pour une raison simple, c'est que les délinquants, il y a une délinquance en col blanc. Mais dans le quotidien de nos concitoyens, ils ne sont pas confrontés à la délinquance en col blanc. Bon, même si elle existe et qu'elle est sanctionnée, ils sont condamnés à une violence du quotidien qui est terrible. Voilà, qui est terrible, vous allez voir, dans les faits divers. Quand vous dites ça, ça veut dire une délinquance terrible qui vient de jeunes issus de l'immigration. Qui vient de gens qui viennent pas que des jeunes sortis d'immigration, parce qu'on voit bien que par exemple dans les féminicides, c'est pas des jeunes issus d'immigration, et on n'arrive pas à faire reculer. Il y a une montée de la violence, il y a une montée des comportements violents, qui sont des phénomènes de société liés à l'explosion des réseaux sociaux, l'absence de la difficulté des familles. Le trafic de drogue aussi. Voilà. Et évidemment le trafic de stupéfiants. Et d'ailleurs, vous êtes pour la légalisation du cannabis? Oui, je l'ai déjà dit depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je pense que dans la lutte contre le trafic, il y a une bataille qui est perdue, donc il vaut mieux la concentrer sur tout ce que j'appelle les drogues dures, et notamment parce que c'est ça le danger aujourd'hui, c'est plus le cannabis, c'est la cocaïne et sa démocratisation, voilà, et les masses financières qui sont mises en mouvement, et ces territoires libérés, comme le disent les dealers, et qui sont en fait des territoires sous leur emprise, et vous avez aujourd'hui une guerre des gangs. Je signale qu'à Marseille, on est à 40 morts. 40 morts. Depuis le début de l'année. C'est-à-dire le chiffre de toute l'année dernière. Il y a des morts aussi dans d'autres villes beaucoup plus petites. Oui, mais il y a des morts partout parce que le trafic s'est généralisé. Et c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Un point de deal, c'est peut-être 20-30 000 euros par jour. L'immigration doit faire l'objet dans les prochaines semaines d'un projet de loi du gouvernement. Emmanuel Macron, il a notamment évoqué auprès du Point sa volonté de réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Est-ce que vous l'approuvez ? Et aussi Gérard Larcher, président LR du Sénat, qui prône, c'est aujourd'hui ce dimanche dans le Parisien, une réforme de la Constitution concernant l'immigration, car il estime que sans réforme constitutionnelle, nous pourrons avancer, mais impossible que les demandes d'asile soient faites en dehors du territoire français, d'instaurer des quotas ou de modifier la gestion de regroupement familial. Gérard Larcher réinvente Charles Pasqua.
Parce que en 1993, déjà, Charles Pasqua avait estimé qu'il fallait changer la Constitution. Je signale qu'on l'a changé. Ça, c'est LR qui... Voilà. Je signale qu'on l'a changé, puisque ce qui était à l'époque une obligation dans l'examen du droit d'asile n'est plus devenu qu'une possibilité. Donc on a changé la Constitution. Ça n'a pas changé les choses. Donc oui, il faut une lutte intransigeante contre l'immigration irrégulière. Mais vous savez, pour cela... La France toute seule ne s'en sortira pas. Et l'Italie est en train de faire la démonstration identique. Voilà, regardez ce qui se passe. On a vu, quand Madame Meloni est arrivée, on nous a dit, je me rappelle des débats que j'avais, on me disait, vous allez voir, l'Italie va donner l'exemple. L'Italie est en train de montrer qu'elle n'arrive pas non plus à avancer, toute Madame Meloni qu'elle est, et qu'elle a besoin d'une coopération européenne. On dit, elle a besoin des fonds européens. Oui, c'est donc qu'elle a besoin de l'Europe. Voilà. Donc, il y a une question qui est posée, c'est comment aujourd'hui on lutte contre cette immigration clandestine. Et ça, pour ça, c'est d'ailleurs le débat sur l'Europe va être très important. Je suis pour un nouveau traité euro-méditerranéen. C'est-à-dire que je suis pour que, dans ce qu'on appelle l'Europe des cercles, il y ait désormais un cercle européen méditerranéen qui se constitue et qui puisse dialoguer avec les pays comme le Maroc, la Tunisie et la Libye aussi, pour gérer ces flux-là. Pour nous, l'Algérie évidemment, et pour co-gérer ensemble, pour pouvoir faire que les reconduites à la frontière soient immédiates et automatiques. Voilà. Et que ces pays-là collaborent avec nous, notamment dans la lutte contre les passeurs. Autre question. Donc il faut, ça va être une bataille à l'échelle de l'Europe, et il faut que l'Europe de la Méditerranée existe, qu'il y ait un traité, qu'il y ait une collaboration étroite, et qu'il y ait même, je dirais, parce qu'il y a une Europe qui s'est décentrée aujourd'hui. Le centre de direction de l'Europe n'est plus le couple franco-allemand. Il s'est déplacé dans les pays de l'Est. Et ces questions-là, l'Europe, le cercle méditerranéen, doit aujourd'hui prendre son autonomie. Autre question qui se pose, qui est posée par LR, par le RN, un référendum, oui, Gérard Larcher en parle aussi dans le Parisien, référendum ou pas sur l'immigration? Mais à quoi ça va apporter la réponse? Vous voulez que je vous pose la question? Est-ce que vous voulez une immigration illégale? Non, je veux pas d'immigration illégale. Je veux une immigration contrôlée. Est-ce que vous voulez une immigration zéro? Je veux bien une immigration zéro, ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays qui a été capable de faire ça. Donc ça sert à rien. Bon, donc ça c'est des gadgets d'impuissance. Voilà. Et pour faire de l'agitation, moi sur cette question-là, je suis pas pour l'agitation, je suis pour l'efficacité. L'efficacité, c'est effectivement, il y a une réforme à faire sur les temps. Quand il y a des demandes de droit d'asile, sur le temps de traitement des dossiers, et sur les centres d'accueil de ces candidats, parce que sinon on les laisse, je dirais, à l'air libre, et rapidement ils deviennent des gens en situation irrégulière présents sur le territoire français. Emmanuel Macron s'est dit favorable à la tenue de référendum. Oui, bon, tout le monde est favorable à la tenue de référendum. On n'en fait jamais, hein. Bon, voilà. Mais je pense qu'il y a des questions sur lesquelles, sur la décentralisation. Réforme institutionnelle. Mais même sur la Constitution. On peut faire un référendum sur savoir... santé, non, ça sert à rien. Je vous prends un exemple. On peut faire un référendum sur savoir si le système présidentiel est toujours le bon système. Moi, je suis pour un système parlementaire. On peut poser la question et avoir le débat. Ce qui pèse aussi sur cette rentrée 2023, c'est la situation internationale. Comment la France peut encore faire entendre sa voix en Ukraine, au Niger, en Afrique et ailleurs dans le monde? La France, elle doit... Alors, il y a deux choses qui sont dites, c'est des sujets qui ne sont pas exactement la même chose. Nous avons une crise de la présence française en Afrique. Voilà. Pourquoi? Parce que la France a trop tardé à se démarquer d'un certain nombre de régimes qui étaient des régimes corrompus. Et elle en a même, je dirais parfois, vécu. Et donc, en donnant ce sentiment-là, elle a donné le sentiment au peuple qu'elle était partie prenante de cette corruption ou qu'elle soutenait ces régimes-là. Elle a trop tardé. Je pense par exemple qu'au Mali, on est resté trop longtemps. Je pense que nous avons soutenu des processus électoraux dans un certain nombre de pays. Le Gabon, le Niger. Qui étaient tous sauf des processus démocratiques. Voilà. Donc, il y a une redéfinition de la place de la France. Maintenant, il faut être clair aussi pour les populations africaines. La solution, c'est pas de se précipiter dans les mains de M. Poutine ou des Chinois. D'ailleurs, dans un certain nombre de pays où les Chinois sont là, maintenant, il y a une partie de la population qui commence à se révolter parce qu'elle voit bien que ce ne sont pas des grands amis qui viennent simplement pour collaborer avec les peuples. 2 minutes, 3 questions. J'ai lu un tweet hier de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai pas abordé. Alors on va comme ça, on va pas finir sur Mélenchon, on va finir sur des choses qui concernent nos concitoyens. Je vais lire nos concitoyens. J'ai pas abordé la question de l'Ukraine. Je suis contre une Europe qui se résigne. Je suis pour soutenir justement le peuple ukrainien contre son agression. Mais en faisant cela, la France doit aussi travailler
à faire émerger les prémices d'un plan de paix, parce qu'à un moment donné ou un autre, M. Zelensky vient de l'évoquer, il faudra des solutions de paix. Mais comme l'a dit Lionel Jospin, non, je pense que c'est Lionel Jospin qui a raison. Il faut que justement ne pas baisser le soutien au peuple ukrainien, ne pas compter chichement ce soutien ou d'être toujours en retard, mais en même temps, il faut créer les conditions d'une discussion et d'un dialogue qui permettra à ce qu'il y ait un plan de paix. Je passe la question sur Jean-Luc Mélenchon et le Niger. Une question personnelle pour conclure, Julien Drey. Vous avez été critiqué par vos camarades du PS et d'une partie de la gauche pour votre présence à l'antenne de CNews. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Écoutez, moi, qu'est-ce que vous répondez aussi à ceux qui critiquent? Je n'ai pas été, d'ailleurs, j'en ai discuté plusieurs fois avec des responsables socialistes qui me disaient eux-mêmes qu'ils n'avaient pas émis d'interdiction, à l'inverse d'autres formations politiques. Moi, je suis contre les politiques de la chaise vide. Je sais le contenu idéologique des uns et des autres, je sais la place qu'ils occupent, mais je pense qu'il faut donner le sentiment qu'on n'a pas peur d'aller affronter l'adversaire. Après, il faut le faire dans des conditions où on est respecté et où on peut défendre ses idées. Si on peut plus le faire et si on n'est que simplement un faire-valoir, ça pose problème. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce stade-là, je finis, et j'ai pas le sentiment, dans la présence que j'avais sur ces antennes-là, que j'étais un faire-valoir. Pourquoi vous dites que vous aviez? C'est fini? Parce que la rentrée arrive, mais pour l'instant, voilà, je vous le dis, des critiques. Je crois même que certains dans ces chaînes-là disaient, on a un adversaire qui ne nous ménage pas. Merci en tout cas, Julien Drey, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous de m'avoir invité. Merci.